Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le soi vocal virtuel et l'émergence du soi dans la TEMPORALITE de l'ECHANGE vocal. Introduction. Notre voix nous appartient et même nous caractérise. Aujourd'hui, elle nous identifie au même titre que les empreintes digitales. Elle traduit nos émotions au travers de ces changements. On peut même dire qu'elle les trahit tant il est difficile de la contrôler. Elle nous appartient et en même temps nous échappe quand sort de notre bouche une onomatopée, ou même un mot qu'on ne souhaitait pas dire. Mais si elle concerne notre fort intérieur, dès qu'elle est mobilisée et exprimée, elle appartient aux autres, ceux qui vont la capter dans l'environnement proche. On ne peut plus alors la corriger, on ne peut pas la maîtriser. Ainsi, elle est la nôtre de manière spécifique et individuelle, et appartient aussi à ceux qui l'écoutent, même collectivement. Quand elle va de l'intérieur à l'extérieur, elle passe de soi à l'autre dans un temps très réduit, un temps qui dépasse notre volonté et même notre perception consciente. Elle nous échappe aussi dans ses caractéristiques, puisque celle qu'entendent les autres et à laquelle nous ne pouvons accéder partiellement que par l'enregistrement, n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons l'habitude d'entendre, par l'intérieur de notre corps autant que par nos oreilles. Elle relève alors autant du singulier que du pluriel, de l'individuel que du groupal, du personnel que du social, de l'intérieur que de l'extérieur. Elle appartient à cet espace qui renvoie à l'intermédiaire, humanitaire et personnel à la fois, dans le sens très winnicottien du culturel, du transitionnel et de l'intersubjectif. Son importance, sur le plan des échanges et de la communication, tient de sa précocité tout autant que de la souplesse de son utilisation. Elle supporte notre principal mode d'échange interhumain. Elle actualise nos transmissions d'idées, de pensées, ainsi que celles de nos émotions dans le langage mais aussi au-delà du langage, dans l'intonation, le timbre ou le débit. Ce domaine, singulièrement pluriel comme aurait pu le dire René Caès, où se développe et s'organise la voix, est celui d'un ineffable, aussi ordinaire que particulier et complexe. Il relève du multiple, parfois même de l'indifférencié, sans que notre individualité en souffre trop, du moins quand son impact n'atteint pas des signes pathologiques où l'unité et l'intégrité de l'individu sont fragilisées. Dans l'existence, il nous arrive bien souvent de produire des événements qui nous échappent sans pour autant en être inconscients, et pas seulement avec notre voix. Ces agirs sont le plus souvent inscrits dans la non-conscience, sans donner lieu à représentation utilisable directement. Ils n'émanent donc ni de l'intentionnel, ni du volitif. Au-delà des gestes appris et devenus automatiques pour une moins grande dépense d'énergie, notamment au niveau de la concentration, ils relèvent d'un espace de non-différenciation, d'une zone confusionnelle de notre existence, personnelle autant que sociale. Les actes qui s'y déroulent ne sont pas confus pour la conscience, ou même indifférenciés au regard de notre identité. Ils font partie de notre personne qui n'est pas réduite à notre seule représentation de nous-mêmes et qui échappe donc à notre individualité, et même à notre solitude. Parmi ceux-ci, on connaît bien les actes manqués ou les lapsus. On peut y ajouter quelques tics verbaux ou gestuels, et bien sûr cette façon que nous avons de changer notre voix en fonction de l'interlocuteur ou du partenaire qui est proche de nous, et avec lequel nous sommes en relation. Cet espace dont il relève est un lieu d'existence de notre personne qui n'est pas notre individu. Ça n'est d'ailleurs ni un espace, ni un lieu puisqu'il s'agit d'une expérience qui échappe au repérage immédiat et du coup, au contrôle. Ce fait souligne en quoi, du point de vue de la conscience, ces expériences concernent plutôt l'absence, bien qu'elles existent vraiment et qu'elles soient donc bien présentes. On peut en trouver de nature différente comme actes, pensées, paroles qui de plus peuvent se rencontrer en situation individuelle mais aussi et plus fréquemment en situation groupale. Dans ces dernières, les aspects plus archaïques se mobilisent plus facilement. L'angoisse, la violence, les pertes de repères peuvent apparaître plus rapidement. Le niveau de participation indifférencié y est cependant nécessaire pour le bon établissement des effets de groupalité lorsque ceux-ci sont souhaités. Elles sont le plus souvent marquées par l'étrangeté qui y est associée, précisément parce qu'elle renvoie à la fois à un vécu propre et à la fois à cette dimension complexe de notre vie qui nous échappe et nous semble parfois extérieure à nous-mêmes, notre dimension groupale. Ces expériences, associées à un vécu personnel, sont fréquemment rencontrées dans des situations collectives, qu'elles soient de groupe ou même de foule.
C'est le cas par exemple des effets d'ensemble où un groupe entier évolue, chaque membre réalisant sa part dans l'ensemble mais dans un mouvement unique où tous participent à un seul mouvement. C'est un effet que l'on constate chez les animaux, les poissons et les oiseaux notamment, et que l'on peut voir clairement chez les cyclistes dans l'évolution d'un peloton par exemple. C'est plus net encore dans les mouvements de foule, où l'archaïsme est plus marqué. Ces participations quelque peu confuses nous échappent parce qu'elles convoquent notre appartenance à une dimension qui dépasse nos perceptions, à une nébuleuse qui nous contient tous de manière discrète, celle de l'espèce humaine, avec les différents niveaux d'adhésion qui caractérisent ses formes de groupement et ses structures de fonctionnement. Cette appartenance confuse à la fois confirme notre groupalité interne, développée dans notre environnement proche, alors qu'elle est aussi, et à la fois, la base de notre singularité. Cela souligne la nature multiple de notre identité, dans le cadre de notre certitude concernant la vérité de notre expérience individuelle. Cette conscience confuse de nous-mêmes se repère notamment dans ce qui est attaché à la notion de soi. Le soi. On réduit parfois le soi aux informations dont nous disposons à propos de notre propre personne. Compte tenu de la difficulté à lui trouver une définition précise, on peut dire que le soi est ce qui nous aveugle sur nous-mêmes puisqu'il se manifeste comme une somme d'informations sur quelqu'un qui semble être qui nous croyons être. Certaines approches psychosociologiques renvoient de fait le concept à l'ensemble des informations qu'un individu possède à propos de lui, que celles-ci proviennent de l'interne, y compris les émotions et les comportements, ou de l'externe, notamment à partir des réactions des autres personnes. Bien sûr, le concept est très lié à celui de conscience propre. En effet, la conscience de soi est ce qui signe pour chacun la foi en sa propre existence. Il est nécessaire d'avoir conscience de notre propre existence pour accéder à la conscience de soi, qui serait en quelque sorte le préalable à l'établissement du moi. Ce serait une sorte de précurseur, ou plutôt de toile de fond sur laquelle le moi va se constituer par différenciation et identification, en partie consciente. Cette singularité plurielle du soi est celle de la personne elle-même, et c'est sans doute en raison de cette complexité qu'une définition simple a tant de mal à émerger des travaux des divers spécialistes. Chacun l'envisage en effet dans le contexte spécifique auquel il appartient lui-même, et lui donne une apparence qui correspond au corpus des croyances qui correspondent à ce contexte épistémologique. Dans le langage, le soi est au on ce que le moi est au je. C'est d'ailleurs un rapport du même ordre qui relie le toi au tu, ou le lui au il. C'est dire s'il concerne tout un chacun et même chacune, même si dans ce cas le rapport est du LOL, le même terme ayant deux fonctions différentes. C'est aussi le cas des pluriels. Le nous est au nous ce que le vous est au vous et le elles au elles. Cette fois, l'exception concerne le masculin puisque c'est le eux qui est lié au il. On parle dans le cas du soi, d'une entité indéterminée, associée au sujet on, lui-même indéterminé que l'on dit en grammaire, indéfini. Indéterminé ne signifie pas non identifié ou même imprécis, mais renvoie plutôt à une dimension plurielle de l'individu qui est en quelque sorte non séparée. On est souvent confondu avec nous dans une acception élargie du groupement duquel le nous est le sujet. C'est que là encore, l'indétermination permet une grande liberté de choix d'investissement entre l'individuel et le collectif qui en fait, ne sont pas des opposés. Le on peut être individuel lorsqu'à une personne qui fait quelque chose qui est inapproprié, il est dit « on ne doit pas faire cela », le ramenant aux limites de son appartenance et des exigences qu'elle impose. Le on est clairement pluriel lorsqu'il élargit le nous d'un groupe. Dans ce pluriel, il peut cependant inclure ou non celui qui parle. Le on impersonnel, celui des rumeurs, celui qui n'est pas identifié, c'est les gens, c'est le plus souvent les autres. C'est en fait chacun des autres mais le sujet n'y est pas. Par contre, quand une personne dit à ceux qui l'entourent « on y va », il est bien inclus dans les personnes que ce on désigne et qui vont précisément y aller. Au travers de ce sujet qu'est le on, c'est le soi qui s'exprime dans notre langue et dans le quotidien de nos communications. On peut alors résumer ainsi ce qu'est le soi dans cette perspective pronominale. Une personne individuelle, autant que collective. Un personnage indéterminé, élément d'un groupe. Chacun des individus d'une même espèce est pour nous l'espèce humaine. Dans cette fausse confusion apparaît la dimension à la fois singulière et plurielle de notre personne.
La naissance du soi ne peut donc se jouer que dans un processus multiple où apparaissent notre personne propre, notre humanisation et notre rapport à autrui. Les questions sur le soi, son apparition, sa connaissance, sa reconnaissance ont jalonné l'histoire philosophique de cette notion complexe. C'est surtout la conscience de soi qui a interrogé nos penseurs, comme si le soi était contenu dans la conscience humaine. Aujourd'hui, nous avons quelques connaissances de plus sur le développement des nourrissons, et pouvons poser un autre regard, un peu différent, sur la genèse du soi. Cependant, son approche reste complexe. On s'aperçoit, à regarder de plus près l'évolution du concept, que le soi apparaît tardivement dans l'histoire de la pensée humaine. Sur un plan spirituel, il est plutôt associé à Dieu et c'est l'approche principale qui est développée jusqu'à ce que l'individu prenne une place qui n'est plus seulement celle qui est associée au pouvoir tout-puissant, ou simplement à l'indifférencié de la foule. Bon nombre de réflexions sur le soi sont initiées par le cogito cartésien, et c'est l'apport de cette philosophie du doute qui amène l'homme à s'interroger sur le statut de l'individualité. Nul doute que la place du citoyen lambda, non pas celui des Grecs anciens ou des Romains, mais celui de la Révolution française, va signer socialement la revendication et la question de la reconnaissance de ce soi-là. Le siècle des Lumières va prolonger cette réflexion en accordant plus à l'obscurantisme le droit de décider de la nature propre de l'individu, mais en s'en remettant à la science et à sa neutralité supposée. Les droits de l'homme signifient qu'un contour peut être défini pour l'un comme pour le multiple, et l'homme en question c'est chacun de tous les hommes. La personne est humaine, elle est sociale et libre, soi-disant. On a compris que pour mieux connaître le soi et son émergence, ou son apparition au cours de la genèse de chaque individu, il faudra se soutenir des points de vue des philosophes mais aussi des sociologues. Bien sûr, le 19e et le 20e siècle verront naître ceux qui vont devoir traiter du psychisme de cet homme nouveau, puisqu'il faudra comprendre quelque chose que son fonctionnement individuel et ou collectif. Les psychologues vont avoir aussi un avis, sans doute même plusieurs puisque comme les autres, ils vont y mêler leur propre point de vue et celui de la chapelle à laquelle ils appartiennent. Approche philosophique. Le soi en tant que tel n'apparaît donc que tardivement dans la pensée et la réflexion des hommes. C'est d'abord sous l'angle de l'émergence de la conscience de soi qu'il se manifeste, puis dans le questionnement relatif à l'individualité de l'homme. Le soi est alors associé soit à la personne humaine et sa conscience d'exister, soit à la chose en soi, Kant, son existence étant indépendante de la conscience qu'on peut en avoir, soit encore à Dieu et alors à la totalité de ce qui existe au monde. Sans revenir sur le détail de l'évolution de ce concept, on peut noter que Descartes a amené, avec la conscience de soi, une dimension supplémentaire avec le rapport de l'homme à sa propre pensée. Cette conscience est pour lui la pensée immédiate que l'homme possède sur lui-même. Kant estime, lui, que ce qui caractérise l'homme parmi les autres espèces, c'est d'organiser ses pensées en les rapportant à soi. Mais selon lui, cette faculté, l'entendement, apparaît avec la possibilité de dire « je ». Auparavant, le petit enfant ne se pense pas encore, même si déjà il se sent. Il n'envisage encore seulement que la subjectivité d'un individu, qui reste centré sur lui-même. Pourtant, la dimension multiple apparaît déjà incidemment, lorsqu'il souligne que la conscience de soi est le signe de l'humanité dans l'homme. Hegel précise alors le propos. L'homme a en fait une double existence, d'une part comme élément de la nature, d'autre part comme vivant pour soi. Il se représente alors à lui-même d'une certaine manière. L'individu acquiert la conscience de soi, selon lui, de deux manières distinctes. L'une est historique lorsqu'il se penche sur lui-même et se reconnaît aussi bien par ce qu'il tire de son fond propre que par et dans les données qu'il reçoit de l'extérieur. L'autre est pratique, vécue au travers de ses activités dans son environnement, qui lui permettent de se reconnaître dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Ainsi pour Hegel, l'extérieur vient se combiner au soi pour qu'il en développe une vraie conscience. Il va plus loin en précisant que pour s'affirmer comme une conscience de soi existant pour soi, l'homme a besoin d'autrui. L'homme, pour exister, a en fait besoin de se confronter à un autre désir qui le reconnaisse dans son essence véritable. Sartre va plus loin encore en affirmant que l'on prend conscience de soi par et grâce à la relation à autrui. Ainsi, autrui est d'abord pour moi l'être par qui je suis objet. Nietzsche rapporte même cette relation à la communication dont l'homme a la capacité,
mais dont il a surtout besoin puisqu'il est admis aujourd'hui que c'est un besoin primaire chez le petit homme. Cette fois, c'est sur le lien et son mode d'expression que l'accent est posé. Heidegger, lui, ramène ce lien à un type de rapport à autrui, une entente avec lui, à la condition d'une faculté, de ce qu'il appelle une disposition, que l'homme doit posséder. C'est à cet ensemble triptyque, un homme, sa disposition et autrui, qu'il donnera un statut de structure. C'est cette structure vitale qu'il va appeler la structure existentielle, et qui caractérise le fait et l'organisation de ce qu'il nomme l'être avec. C'est en fait avec Sartre que l'individu et sa conscience d'exister deviennent inséparables de l'autre, et des autres. Soi et autrui sont les deux faces du développement de l'individu. Il concrétise ainsi ce mouvement, déjà émerge, qui suppose que l'individu est issu d'une interrelation entre soi et autrui. Ainsi, on est passé d'un rapport du jeu au jeu chez Descartes, à une relation entre soi et l'autre, puis à une structure qui ordonne le lien entre soi et autrui. Le on, en tant que pronom du soi, s'en trouve alors porteur d'une entité multiple où l'individu et son environnement ne sont pas fusionnés, ni séparés, mais plutôt coprésents et coactifs. Deleuze va encore approfondir cette approche en désillusionnant les personnages. L'individu n'est ni je ni moi, et autrui n'est ni un sujet, ni un objet. Autrui est une structure du champ perceptif qui permet de relativiser le perçu et le non perçu. Dans cette structure, soi et autrui ne sont ni séparés ni différents, ce qui fera dire à Ricoeur que l'altérité propre au soi marque l'impossibilité de tout fondement stable pour le soi et surtout souligne sa nature nécessairement multiple. Soi et autrui interagissent donc, mais pas seulement dans l'actualité de la communication, ils se co-construisent dans une dimension du préalable et du partagé, celle du virtuel deleuzien. L'être, bien que non advenu, y est déjà présent, potentiellement. Approche sociologique. Discipline récente, la sociologie aurait pour objet l'étude des cultures humaines, du moins selon une manière très générale de la voir. Durkheim la centrait sur le fait social, pour lui conférer une certaine autonomie. Elle a donc nécessairement un point de vue, sinon sur le soi, au moins sur la pluralité humaine de l'individu dans son environnement. Les sociologues vont s'attacher en fait à la description des processus relationnels et identitaires qui apparaissent au cours du développement et du maintien des liens sociaux établis entre les hommes. Là où les philosophes voient l'être dans le soi, les sociologues vont y chercher l'identité personnelle. Celle-ci semble alors d'apparition plus tardive dans le développement de l'homme. Il faut bien disposer des outils pour observer le processus et pouvoir le décrire. C'est ce qui fera dire à certains sociologues que l'individu prend conscience de lui-même et devient un soi par le langage. Ils vont tenter de distinguer, de catégoriser le soi, pour le sortir de l'imbroglio où il est avec l'identité. Pour donner une idée de ce brouillage, je citerai cette phrase évoquée par Michel Castrat en référence à G.H. Mead, très révélatrice. L'identité personnelle est le produit de la socialisation, laquelle permet la constitution du soi, 2010. La socialisation y apparaît première puisque c'est elle qui produit l'identité, et en même temps elle constitue le soi qui en devient l'émanation directe. Les véritables catégorisations arrivent en fait dès la fin du XIXe siècle avec James qui distingue trois types de soi. Le soi matériel est constitué de tout ce qui est propre à l'individu, ses mains, ses yeux, son corps, ses mouvements. Le soi social est celui dans lequel l'individu est identifié par ses activités, ses choix, ses appartenances ou encore par la reconnaissance de ses proches. Le soi connaissant qui, lui, renvoie à la conscience immédiate et aux informations internes, besoins, ressentis ou externes, langage, perception. Baldwin a tenté d'amener une distinction tout en gardant une unité pour le soi. Il le décrit alors comme bipolaire avec l'ego à un pôle, et l'alter à l'autre pôle. L'ego concerne les pensées que nous avons sur nous-mêmes, et l'alter celles qui s'attachent aux autres personnes connues ou même celles qui sont imaginaires. Le socius est alors l'entité qui réunit ces deux aspects du soi. Pour Mead, dans les années 30, il faut plutôt s'attacher à une autre notion, le concept de soi, en tant que structure cognitive. Cette structure, qui s'approche de la structure existentielle de Heidegger, naît de l'interaction entre l'organisme de l'individu humain et son environnement social. Dans les années 70, le soi apparaît comme structure de connaissance de l'individu sur lui-même et sur son environnement immédiat,
ce qui amène à cette définition du soi comme ensemble de connaissances dont dispose l'individu sur lui-même. Cette définition est on ne peut plus proche de celle de l'identité qui est constituée par l'ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu'un individu ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu'ils sont perçus comme tels par les autres. La confusion reste encore bien présente entre soi et identité à partir de ces définitions par les caractéristiques, et c'est l'idée de constitution qui va donner des éléments différenciateurs de développement. De fait, l'identité personnelle, si proche du soi, devient évolutive, malléable et se socialise elle-même en identité sociale. C'est Claude Dubar qui en présente une figuration à la fois différenciatrice et unificatrice. Il isole dans l'identité personnelle deux composantes indissociables. L'identité pour soi, qui renvoie à l'image que chacun construit de lui-même, et l'identité pour autrui, construction de l'image que l'on souhaite renvoyer aux autres. On retrouve dans cette dualité des effluves de la pensée de Baldwin, avec la bipolarité alter-ego. Cette approche sociologique caractérise ce que le soi donne à voir, à soi-même ou à autrui. La société va s'en emparer à des fins de valorisation, mais aussi avec des objectifs plus critiquables, notamment mercantiles ou manipulatoires. La place prise par la propagande ou la réclame, puis l'information et la publicité, sont là pour nous rappeler l'impact de cette mise en avant de l'image et de son utilisation parfois déplacée et pervertie dans les fonctionnements sociétaux. L'imprégnation sociétale est forte et l'on va voir fleurir dans le langage, mais aussi dans les propositions identificatoires, des expressions dans la lignée de cette image de soi, qui a suivi la conception de soi, dans la réflexion des sociologues. Ce sont la représentation de soi, l'estime de soi, mais aussi la maîtrise de soi, l'affirmation de soi, la confiance en soi, etc. Toutes ces formules signent à la fois la mise en avant de l'individu et en même temps, son implication profonde et souvent non consciente, dans des phénomènes collectifs dont les envahissements des médias de masse sont un exemple très clair. Cette vulgarisation des caractéristiques d'un soi encore bien mal défini, ramène à poser la question de l'influence majeure qui s'exerce sur le soi, celle du soi lui-même et ou celle d'autrui. Sébastien Aissat en donne un exemple intéressant. L'identité est définie, selon lui, comme une articulation entre un axe biographique et un axe relationnel. Dans le premier axe, l'identité d'une personne est une définition de soi élaborée par l'individu lui-même et correspond à une négociation avec soi-même. Dans le second, l'identité de l'acteur se construit face à une définition de soi venue de l'extérieur et correspond à une négociation avec autrui. Il étudie les changements d'orientation professionnelle de personnes à partir d'une motivation personnelle, et ce qu'il appelle le processus d'engagement, qui caractérise le mode d'action ou de réaction de cette personne dans le contexte social qui est le sien. Ce processus caractérise l'investissement de la personne dans le lien qui la relie à son entourage social, et souligne la valeur primordiale de l'interaction qui les unit. Dans ce processus, l'individu doit confronter les deux axes de son identité et faire cohabiter les deux définitions de soi. Aissat, 2006. On retrouve ici la problématique posée par Baldwin, où c'est l'articulation qui structure l'interaction entre soi et les autres. Cela implique d'aborder le soi, à partir de ce qu'il met en jeu dans la société. Cette dimension, déjà avancée dans l'élaboration du soi dans la vie sociale, a fait que bien peu de sociologues se sont penchés sur son apparition, sur la naissance du soi. Pourtant, le déjà-là social de l'environnement, le groupe humain dans lequel apparaît le nouveau-né, fonde les modes d'interaction et d'articulation qui organisent la vie sociale elle-même. Ce lien entre soi et autrui a été rapporté au On par Jean Maisonneuve. Ce monde de l'On paraît correspondre à cet état de participation, de syncrétisme décrit par la psychologie génétique. En tant qu'il constitue une sorte de vécu social originaire, il peut constituer la base de ces processus d'identification et de transitivisme évoqués au premier chapitre, et la condition préalable de la conscience dialectique de soi et de l'autre, du pour soi, et du pour autrui. J. Maisonneuve, 1971, page 31. Il souligne alors que les liens principaux qui vont faciliter les processus d'affinité sociale sont la vicinité et l'homophilie. Ibidem, page 74 à 80. Approche psychologique. L'objet de la psychologie est l'esprit humain et son fonctionnement. Comme pour les...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.